commence de manière très basique. Je suis à l'ordinateur, je consulte des petites annonces et là, je tombe sur l'annonce improbable. On se refait pas. Là, je consulte toujours les petites annonces sur Le Bon Coin et je suis tombé sur une annonce de quelqu'un qui est pas très loin de chez moi. Il y a à peu près 40 minutes de route et il débarrasse un terrain sur lequel il y a apparemment 2 vieux tracteurs. Alors malheureusement c'est pas ce que je restaure habituellement, mais en même temps c'est ancien. Un vieux tracteur bien restauré, c'est quand même sympa aussi. Et puis il y a d'autres véhicules, dont un que j'ai identifié comme plutôt rare. Alors rare parce que il y en a eu sans doute très peu de produits, et puis on n'en voit plus du tout sur nos routes. Après, le gros souci, c'est que parce que alors il faut savoir que la personne donne, donc elle débarrasse, ça va partir. Il a prévu de faire venir la grue pour les sortir de là et les broyer. Donc il en fait cadeau pour ceux qui ont envie de débarrasser. Moi, je vais quand même aller voir cette voiture. Malheureusement, je ne me fais pas d'illusions. C'est un véhicule qui est pas coté du tout. J'ai regardé, en très bon état, il propose ça à 2000 €. Alors, il faut quand même être raisonnable. Restaurer des véhicules, c'est une chose. J'ai restauré la Mini, j'en ai fait une voiture de course, ce qui quelque part lui donne quand même un petit peu de valeur. Mettre de l'argent dans un véhicule qui n'en prendra jamais et qui n'a pas, il faut dire, un cachet exceptionnel non plus. Mais il est rare. Voilà. Donc je vais aller voir ça. Après, il y a 3 autres véhicules, toujours sur le même terrain, que je n'ai pas été en capacité d'identifier. Donc rien que par curiosité. Bon, je vais me faire un peu mal au cœur parce que il est peu probable que ces véhicules soient jamais restaurés. Donc ça fait toujours mal au cœur de se dire que de vieilles bagnoles, voire de vieux tracteurs qui pourraient trouver un second souffle, bah, malheureusement vont être détruits. Donc je vais me faire un petit peu mal au cœur, mais en même temps bah, c'est l'occasion d'immortaliser ce moment. Une fois encore, un des véhicules, au moins un, est vraiment pas courant du tout. Et bon, je vais avoir plaisir de l'immortaliser. Quand j'arrive sur place, c'est, je vais pas dire la stupéfaction, mais une énorme surprise. Et on va s'attarder d'abord sur les tracteurs. Un McCormick. Une vraie beauté, ces tracteurs. Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais bon. Je présume que le moteur doit être bloqué. McCormick F137D. J'ai aucune idée de quelle année c'est, mais on est sur du tracteur à l'antique, comme on dit chez nous. Celui-ci, il y a un décompteur. Quelle tristesse d'imaginer que ça va partir à la ferraille. Alors, Vineyard. Je connais pas du tout la marque. Je vous mentirais, la seule fois que j'ai mis les mains dans un tracteur, c'était un John Deere relativement récent. Enfin, quand je dis récent, un John Deere des années 80, 90 à peu près.
Voilà, toute évidence, on est sur du vieux avec de la dynamo. Voilà, donc tout ça, ça va partir pour le prix de la ferraille. Alors là, on est sur un véhicule qui est très peu courant. Oh, l'immatriculation 106E20. Là, on est sur une immatriculation, j'ai une bêtise, ça doit être fin des années 60, début des années 70, à peu près, peut-être 71, 72. Il faudrait que je contrôle. On est sur une Sunbeam Chrysler break. Elle est, je vais essayer de faire le tour. Elle est quasi complète. Là, on n'a pas trop de place pour passer. Je vais essayer d'enjamber. Hop. Pas se blesser. Hop là. Donc on entreaperçoit, voilà, Sunbeam. Bon, ça n'a pas un cachet exceptionnel, mais c'est, oui, si, c'est rare. Alors je vais essayer d'ouvrir le loquet. Hop là. C'est évident à la fois de tenir le téléphone je vais poser le téléphone, ça va être plus simple. Les charnières sont un petit peu grippées. Elle est complète. Oh là là. Le moteur est même pas bloqué. Double Carbus Stromberg. Oh là là. Quel dommage, quel dommage. Ah, effectivement, Chrysler, Sunbeam Chrysler. Pas pouvoir faire tellement mieux avec mes doigts. Alors est-ce qu'on arrive à avoir le modèle? On a le code peinture. Ça, rien que la mécanique mériterait d'être récupérée. Alors je la prendrai d'un peu plus près. Alors à côté, on a ce qui deviendra, hop là, je vais la prendre d'un peu plus loin, pour les amateurs de rallye 1. Voilà, je pense que le moteur il a son compte. Il y a même un poste de télé ancienne génération. Alors là, on est sur de la voiture plus classique. Allez, je vous garde le meilleur pour la fin. Donc là, on a 3 Fiesta MK1. Alors pour la petite anecdote, les amateurs de Mini, et je sais qu'il y en a qui visionnent mes vidéos, on pouvait récupérer les freins sur ces Fiesta, les étriers et les disques. Les étriers se montent en lieu et place. Alors de mémoire, parce que j'avais fait la transformation une fois, donc ce sont des étriers flottants. J'avais fait la transformation, bon, il fallait réusiner les disques de mémoire, enfin sur des disques en 8/4, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et alors la dernière, qui elle aussi, on va commencer par l'immatriculation.
88 AW20. Donc là, on est sur un véhicule des années 60, je dirais 61, 62 dans ces eaux-là. Là, on a une très rare Ford Anglia Estate. Malheureusement, il est cuit. Il est cuit de chez cuit, mais il a lui aussi sa mécanique. Le réservoir était derrière. On est sur des feux, ça ressemble un peu au feu de la MJB. Faut voir s'il y a la mécanique. Il y a toujours son moteur. C'est un peu simple corps. Je sais pas si on entreaperçoit les compteurs. Petit rétro sur l'aile, il n'y a plus la glace. Moi, ça, je dois avouer que j'adore. Bon, c'est du feu Lucas, je pense que c'est du feu classique qu'on retrouve sur beaucoup d'anglaises. La calandre est pas vilaine. Bien, pour ceux qui ne connaissent pas le modèle, il y a la version berline dans Harry Potter, la version volante. Voilà, donc là on a nos 3 Fiesta. Voilà, et tout ça, ça va partir à la presse. Quel dommage. On est sur le McCormick. A priori, bon, je pensais le compteur en heure. Je regarde ces véhicules, je me dis quel dommage de ne pas avoir de la place et un grand terrain. Je rappelle que ces véhicules sont à débarrasser, donc ils ne demandent rien. À la limite, pour le poids de la ferraille. Et quand je vois ces tracteurs, je ne suis pas du tout un amateur de tracteurs, mais le potentiel en termes de restauration est juste énorme. Ils ont un charme pas possible. Quant aux autres véhicules, ce sont des épaves plus qu'avancées. Et malgré ça, il y en a quand même une qui attire mon attention. On a une meilleure vue d'ici. Il est pas en mauvais état ce break Sunbeam. Il mériterait. Bon, j'avais bien vu sur la photo qu'il m'avait envoyée, donc il est arrêté depuis 92, la dernière vignette. Rien que pour l'entendre redémarrer, ça vaudrait le coup. Donc je descends donc avec ma remorque et une fois arrivé sur place, en fait, comme ça avait déjà été le cas avec l'extraction avortée de l'estafette au-dessus du lac de Calagouche, je me fais exactement la même remarque. Dans quoi je me suis encore embarqué? C'est terrible, je ne résiste pas. C'est l'appel de l'épave. Voilà, vous l'aurez compris, hein, je redescends en chercher une. Je vous laisse deviner laquelle. Et, la tentation est vraiment trop grande. Bon, si j'avais pu, j'en aurais sauvé plusieurs. Là, il y en a au moins une que je vais essayer de faire repartir. Allez, il va falloir la sortir de là. Ça va être un peu compliqué parce qu'elle est vraiment ce qui s'appelle serrée de chez serré. Je sais
presque envie de décaler légèrement celle-ci. Là, je vais regonfler les pneus qui en ont bien besoin. Là, c'est pareil, on va essayer de ne pas l'abîmer, ce serait dommage. Ouais, c'est mort. Le pneu, il est à la chambre à air. Le pneu est complètement mort et la chambre à air derrière, pareil. Bon, on va voir les autres. Alors, non seulement elle est coincée, les pneus sont tous morts, les roues arrière sont bloquées. Et il faut que je la sorte de là. C'est quasi peine perdue. En tout cas avec les moyens que j'ai. Ça y est, je l'ai tiré avec le X3, donc on va pouvoir mettre la remorque devant et la charger. Logiquement, ça devrait le faire. Bon, même si avec les pneus à plat et les deux pneus à l'arrière, enfin les deux roues à l'arrière sont bloqués. Et là, ils sont tous morts. J'ai essayé de dégonfler, mais il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul qui a bougé. En même temps, ça commence à faire quelques années, hein, dernière vignette 92. Cette Ford Anglia Estate me plaît. Elle me plaît, même dans cet état-là. Alors, malheureusement, c'est insauvable. Quel dommage, voiture rarissime. Et à côté notre Simca 1000. Simca 1000 dont je me permets d'avoir un gros doute quant à la mécanique qui a été montée dessus. Je ne suis pas un spécialiste, mais ça ressemble fort à un moteur de rallye. Et ça y est, sur la remorque. On a souffert, je me suis fait aider par le jeune qui possède le terrain. Ça a été compliqué de la mettre sur la remorque compte tenu de l'état des pneus qui se coinçaient de partout. Mais ça y est, elle y est. Au final, le propriétaire arrive et il me donne le coup de main. Sans lui, je faisais demi-tour et je repartais bredouille. Allez, ça y est, ça en fait une de moins. Alors, ce McCormick me plaît. Voilà. Les petites Fiesta, la petite Simca 1000. Je viens d'arriver au garage. Gros problème. On a eu toutes les peines du monde à faire monter la voiture sur la remorque. Là, en l'état, il n'est même pas question de la faire redescendre. Seul, c'est juste impossible. Donc, j'ai pas 50 solutions. Il n'y en a qu'une. Le travail du jour, vous l'aurez compris, ça va être de changer ces pneus qui sont cuits. D'autant que là, la voiture sur la remorque, je ne peux pas la bouger. On a eu déjà le plus grand mal à la hisser. Donc là, je suis passé chez mon ami Gaëtan, là, qui gère la station Eurotir de Corté. Et ils vont me chercher 4 pneus d'occasion pour pouvoir... bon, c'est pas pour rouler, hein, donc je lui ai bien expliqué que
Le but, c'était simplement de la mettre sur ces 4 roues pour pouvoir la sortir de la remorque. Bon, donc là, je vais commencer à démonter et d'ici une petite heure, je vais aller chercher les pneus. Un petit clin d'œil à mon ami Yann là, qui m'a fait cadeau de ce kit de douille pour clé à choc, fort utile. Mettre un petit coup de dégrippant avant. Allez, la bonne nouvelle, de toute évidence, cette roue là s'est décoincée. C'est parfait. Je vais regarder dans le vide-poche. Oh. Oh, génial! Génial, génial, génial. Sunbeam 1250. Bon, moi je pense que c'est un 1500 TC. Je veux pas dire de bêtises, mais compte tenu des 2 carburateurs, je pense pas qu'ils aient mis ça sur un 1200. On a une fiche technique de la Simca 1000 Rallye 2. Ah, j'adore. J'adore ces documents d'époque. Certificat de garantie. Super. C'est super. Bon, il n'y a pas la carte grise. Ça aurait été presque inespéré. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, a priori, rien qui corresponde à la voiture. Hop, oh, des documents de 1966. Je n'étais même pas né. Ça en lieu et place. Des emballages d'époque. Je suis sûr qu'un collectionneur se ferait un plaisir d'avoir des boîtes comme ça. Talbot, des marques qui n'existent plus. Et un joint de collecteur d'échappement. Peugeot Talbot. Ah, c'est rigolo. Il y a le modèle en carton. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah, des vis platinées. Ça peut toujours servir pour la remise en route. Alors, et ici, eh ben, c'est parfait. On en a des neuves. Oh, génial. Génial. Voilà, c'est juste inespéré. Là, un condensateur. Oh là 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 là. Je vais vous faire rire, mais je suis excité comme une puce. Bon, ça, je fais rien avec ça. Allez, on a fait le tour du vide-poche. Alors, la perspective d'une remise en route sur un véhicule qui n'a pas tourné depuis 31 ans, c'est juste très excitant. Alors ça, j'adore. Voilà un récépissé. Enfin, c'est le double, le talon des vignettes. Donc celle-ci date de 1975. 106 EU20. Donc c'est bien cette Sunbeam. Tac sur les automobiles. C'est
C'est énorme. Je vais essayer de faire fonctionner le frein à main. J'ai pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit qui agisse. Je viens de regarder la vidéo. Là, le frein à main il est serré. Bon, de toute évidence, tout ceci est grippé et empêche le renvoi. Mais je pense que du frein à main, on peut en avoir assez facilement. C'est clair que là, tous les axes sont grippés. Alors, on va pas insister. De toute évidence, je gêne le repos de ce Geco. Sacré engin. Alors la dernière fois je l'ai bougé à peine. Le problème c'est que c'est habituellement, enfin quand oups, je pense qu'on va la reprendre celle-là. Alors la dernière fois j'ai regardé, j'ai essayé de faire tourner le moteur et bon, j'ai pas pu prendre appui sur le ventilateur parce que c'est un système avec un thermocontact. Donc là, c'est un peu comme un système d'embrayage. Quand la pièce chauffe ici, elle finit par bloquer le ventilateur et elle joue son rôle pour refroidir le moteur. Donc là, je vais passer une clé en dessous. Je dois même pouvoir passer par là.
C'est la première chose à contrôler. Je passe par en dessous. Quand on veut redémarrer un moteur, de voir qu'il ne soit pas bloqué. Ah, génial. Ça tourne. Bon, a priori, il n'y a rien qui est collé, qui est grippé. Je vais quand même jeter un œil aux images. Alors la deuxième chose à faire, c'est vérifier le niveau d'huile. Est-ce qu'il y a encore de l'huile dans ce moteur? Ah oui, hein. Oui, il y a encore de l'huile dans ce moteur. Hop là. Parfait. Alors, idéalement, il faudrait vidanger. Quand on fait une remise en route sur un véhicule qui n'a pas tourné depuis longtemps, il est possible que les huiles, afin que ça ait fait des bouts, qui est en même temps que je réfléchis, je regarde un petit peu l'ensemble. Donc il peut y avoir des dépôts qu'on va retrouver ensuite dans la pompe à huile, et tout ça, ça peut malheureusement endommager le moteur. Bon, là je vais regarder s'il me reste de l'huile dans le garage, sans quoi je fais une petite vidange. Et sinon là je vais m'atteler à la seconde partie qui consiste à aller dans l'habitacle. Alors il n'y a pas de clé, donc il va falloir que je débloque le Neyman. Bon, comme très souvent dans les remises en route, le démarreur est bloqué, on s'en serait douté. Le moteur, lui, ne l'est pas, mais aucune chance de la redémarrer comme ça. Je n'ai pas les clés. Et le Neyman est bloqué. Bref, ça s'annonce plutôt assez mal. Allez, c'est débloqué. Ça s'allume. Ah, énorme. Énorme, énorme, énorme. Par contre, il me manque le cran. Je vais voir sur le démarreur, autant il est grippé. Alors, oh, le jus arrive au vis platiné. Il va falloir les désoxyder. Allez, l'allumage, ça ne devrait pas être trop compliqué. Je vais essayer de lancer le démarreur directement. C'est pas gagné. Toute évidence, il y a un souci au niveau du solénoïde. Bon, je vais regarder ça d'un peu plus près. Alors, je mets directement en contact. Ouais, à mon avis, il va falloir que je démonte le démarreur. Le lanceur doit être grippé. Je refais un dernier essai. Alors, je vais sortir le démarreur. Bon, c'est des petits démarreurs comme sur la Mini, comme sur les Triumph, des anciennes générations. Il y a 2 écrous à sortir et ça, c'est pas très compliqué. Tout
Tout à l'heure, je me suis acharné là-dessus, pensant qu'il y avait, comme sur les voitures modernes, un cran. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a un bouton poussoir. Bon, au final, cette opération de remise sur 4 roues correctes m'aura pris quasiment 3 heures. C'est pour changer 4 pneus et les monter. Bon, au passage, j'ai aussi débloqué les roues arrière, ce qui était quand même une bonne chose. Donc, première partie du travail réalisée. Ok, la voiture est extraite, elle est au garage. Maintenant, je vais m'atteler à essayer de la remettre en route. Alors, le démarreur est démonté, bon, on voit clairement, voilà, le souci vient de là. Toute la portée ici est rouillée, ce qui fait que du coup, cette partie-là, voilà, ça coince. Ça coince quand je veux le lancer. Donc, je vais lui mettre un petit coup de nettoyage. Ça, c'est pas grand-chose. Le gros avantage, c'est que on est sur de la pièce Lucas. Alors, ce ne sont pas les mêmes que sur la Mini. On va essayer de voir si on arrive à voir ce qu'il y a écrit. L'écartement ici est différent. Par contre, c'est de l'écartement de Triumph. Les démarreurs de Triumph Spitfire étaient identiques avec le même écartement. Voilà. Sinon, tout le reste, tout le corps est identique au démarreur des Mini, notamment la Mini sortie du maquis, hein, qui, si vous vous souvenez bien, a revu la vie mécanique. Voilà, donc je vais mettre un gros coup de nettoyage sur celui-là et puis on va le remonter tout simplement et on va essayer de faire tourner ce moteur. Alors j'ai mis un petit coup de sablage. Voilà. J'ai bien soufflé, bien dégrippé. Bon. Voilà, il va être parfaitement fonctionnel. Il va pouvoir accrocher ce volant moteur. J'ai remis un petit coup sur les dents du démarreur. Ça a tendance, avec l'usure, ça a tendance à... Il y a des petits morceaux là qui se mettent de travers et qui empêchent les engrenages des dents de bien rentrer dans les dents du volant moteur. Voilà, donc j'ai bavuré un petit peu, ça devrait être mieux. Alors, le circuit du radiateur intérieur a été coupé. Donc là, ils ont fait un raccord direct. Donc il n'y a plus de chauffage intérieur et en fait, il faut aller dans l'habitacle pour comprendre. La partie ici est complètement rongée par la rouille. De toute évidence, le radiateur intérieur devait fuir et c'est la raison pour laquelle ils ont chanté le système. Voilà, je vais quand même remettre du liquide de refroidissement parce que là le moteur m'a l'air bien sec et puis on va faire un essai. Je vais enlever les bougies. Alors, je vais sortir les bougies. Là on est sur de l'allumeur, c'est du Lucas aussi, ça ressemble fortement à l'allumeur des Austin. Donc je vais sortir les bougies pour qu'il n'y ait pas de compression dans le moteur et je vais le faire tourner pour faire monter l'huile.
Malheureusement, il y a une fuite. Je crains qu'ils ne viennent. Après les durites, là elles ont leur compte. Hein. Je pense qu'a priori ça vient au-dessus de l'alternateur. Bon. Je pense que le bloc, juste pour un redémarrage, ça devrait être suffisant. Ah bah oui, d'accord. D'accord, j'ai compris. Oui, alors en fait, voilà, comme vous pouvez voir, c'est rongé. Bon. Bah, c'est clair que j'irai pas rouler avec aujourd'hui, ça c'est certain. Et puis bah, je vais voir comment me dépatouiller de ça, parce que là ça peut pas fonctionner. Le bloc est complètement rongé par l'oxydation. Le souci de ces véhicules qui tournent plus pendant des décennies, c'est que tout s'oxyde. Donc là j'ai été obligé de mettre un coup de sablage sur les cosses, parce que le courant de toute évidence a du mal à passer. Alors, ce sont des solutions de fortune. Allez, première tentative. Yes! Super! Bon, alors je vais le faire tourner comme ça une vingtaine, trentaine de secondes, histoire que l'huile recircule bien. Et après je vidange, je m'occupe de l'allumage. Et puis une fois que l'allumage est réglé, je mets de l'essence et on essaie de le faire péter. Ça y est, le voyant d'huile vient de s'éteindre. Donc l'huile est montée dans tout le circuit. D'ailleurs on a entendu au niveau du bruit, il tournait pas tout à fait de la même manière. Allez, je vais vidanger et je m'occupe de l'allumage. Et là on est sur du millésime 31 ans. Ça commence à faire. Et puis pour un moteur essence, elle est bien noire. Bien noire comme un moteur diesel. Toujours contrôler le niveau, n'est-ce pas? Même sur une Mercedes SLK sur laquelle il est indiqué niveau d'huile correct, il faut quand même vérifier. Allez, on est parfait. Je vais profiter d'avoir des pièces neuves. Alors le souci des véhicules qui ne tournent pas pendant un moment, les segments ont tendance à se bloquer, se gripper un peu.
Donc je balance un petit peu d'huile directement dans chaque cylindre. Ça va permettre de faire monter les compressions et ça va l'aider pour redémarrer. Faut pas trop en mettre non plus. J'en ai terminé avec l'allumage. Donc là, je vais m'occuper des carburateurs, donc des deux Stromberg. Alors à l'intérieur, normalement, il y a une membrane. Ce que je vais faire, c'est que bon, là, on rajoutera un peu d'huile après, puisque c'est l'huile qu'on rajoute dans le dashpot qui fait office d'amortisseur pour la dépression. Voilà, en fait, le piston, ça évite que le piston qui est à l'intérieur tombe d'un coup et coupe l'alimentation. Voilà, donc là, je vais sortir les 4 vis, je vais sortir les aiguilles qui certainement doivent être oxydées. En général, quand ça tourne pas pendant longtemps, il y a du vert de gris. Et puis, je vais alimenter en essence et on va faire un essai. Voilà, j'enlève tout le vert de gris qui s'est déposé sur l'aiguille et qui empêche son bon fonctionnement. Voilà, là c'est vraiment net. J'ai sorti le second dashpot. Donc pareil, on va bien nettoyer l'aiguille. Allez, j'ai branché mon jerrycan directement sur la pompe. J'ai amorcé un peu, on va essayer. Allez, on va voir ce que ça donne. Un petit coup de starter. C'est l'allumage. Bon, comme j'ai pour habitude de ne rien lâcher, j'insiste. Elle fait mine de pétarader, il est 4 heures de l'après-midi. Je me dis, bon, je suis sur la bonne voie, je vais y arriver. Et puis plus rien. Ouais. Allez, nouvelle tentative. Ça ne règle pas mon problème, mais voilà. J'ai trouvé tout ça dans le pot d'échappement.
Donc ça ne contribuait pas de toute évidence à permettre au gaz de s'échapper comme il faut. Bon, je vais réessayer. Je pense que le souci vient de l'arrivée d'essence. L'allumage y est. Je me demande vraiment pourquoi ils ont mis ça là-dedans. Est-ce que ça a été fait volontairement? Bon, là, maintenant, apparemment, l'échappement est libre. Allez, on va réessayer. Je crois avoir trouvé l'origine du problème. Voilà, en fait, ça, c'est ma durite qui vient de la pompe. Sauf qu'elle n'est reliée à rien. Et ben voilà. Voilà, donc j'ai trouvé le problème. Je vais prendre un bout de durite, réemmancher ça dans les carbus. En fait, voilà, ça démarre pas parce qu'il n'y a pas d'essence, tout simplement. De toute évidence, les guêpes maçonnes ont dû faire leur nid. Donc ça risque pas de passer. Donc, je vais déboucher le tuyau ici. Et ensuite, je vais réamorcer l'essence. Je vais mettre un coup de soufflette dedans. Alors je l'ai sorti parce qu'il est, on le voit, il est complètement bouché, donc il n'y a rien qui va passer. Je change impérativement mes petites durites si je veux que ça redémarre. Allez, il commence à faire nuit. Ça y est, j'ai fait mon raccord. Là, j'ai plus qu'à remettre à remonter donc mes carbus, à amorcer l'essence qui cette fois-ci devrait arriver et faire un essai, et j'espère sincèrement que ça va partir parce que là malheureusement demain ils annoncent un temps exécrable. Je pourrais pas travailler dessus et là je dois avouer que j'ai vraiment envie de l'entendre tourner. Bon, il fait nuit, il fait malheureusement nuit et je fais une dernière tentative. Ça devient compliqué de travailler dans ces conditions-là. Je vais croiser les doigts, mais pour ce soir, ça me paraît compromis. Repartir, il va repartir, mais je pense qu'il y a certainement des choses que j'ai pas réalisées comme il faut.
Alors, j'ai remis un peu d'huile dans les cylindres. Je cherchais tout à l'heure la seringue pour le faire comme il faut. Donc j'ai réinjecté un petit peu d'huile dans les cylindres pour faire remonter les compressions. Je vais réessayer. Bon, là il fait vraiment nuit. Si j'arrive pas à le faire partir là, ben, on verra demain. Allez, j'insiste. Là, il est 18h22. Voilà, 18h22. Je fais le dernier essai. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, on arrête là pour ce soir. 2 heures après, le moteur ne veut rien savoir. Je réessaye à chaque fois, je réinjecte un petit peu d'huile dans les cylindres pour essayer de faire remonter, tantiner les compressions pour que ça veuille bien démarrer. Je change 2 fois les bougies qui, bien entendu, se gorgent rapidement d'huile et empêche l'étincelle. Au final, ça veut pas démarrer. Je me prépare psychologiquement à un échec et je vous cache pas que c'est très frustrant. 18h34. Je dis à chaque fois c'est le dernier essai, mais j'arrive pas à m'arrêter. Ça m'énerve trop de pas arriver à le démarrer ce soir. Et B. Bon. De toute évidence, on a la compression qui passe dans le bas moteur. Je sais pas où le bouchon a atterri. Donc là, je pense que il y a vraiment un problème de segmentation. Problème de segmentation sévère. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. C'est pas la peine d'aller plus loin. On appelle ça de l'acharnement thérapeutique. Ouais, le souci, c'est vraiment la sensation que ça laisse. Je pense que le moteur il tourne sur un cylindre. Il y a un cylindre. Alors je pourrais prendre les compressions. Là, vous aurez compris, il fait nuit noire. J'ai juste pas envie d'abandonner, ça m'énerve, mais alors à un point où vous n'imaginez même pas. Je pense qu'il y a un temps pour tout. J'ai vu passer un message sur le short de quelqu'un qui mettait qu'il fallait laisser... il fallait peut-être les laisser telles qu'elles étaient, les laisser dormir à jamais. Je pense que c'est peut-être ce qu'il faut effectivement que je fasse sur cette voiture. Même si je vous cache pas que il n'a pas manqué grand chose. Il a franchement pas manqué grand chose. Ça aurait été quand même
une sacrée surprise. Bon, il y en aura d'autres. Bon, je ne vais pas m'éterniser non plus. Il y a le projet de la 4L qui attend. Et on se retrouve, pour ceux qui l'attendaient cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode de la 4L. C'est frustrant parce que j'ai vraiment la sensation il est à 2 doigts de pouvoir partir, mais il doit manquer un chouïa de compression. Je l'ai eu. Vous l'aurez compris, l'immense joie de l'avoir entendu tourner par lui-même. Bon, même si ça n'a pas duré longtemps. Et puis, il est 7h30 du soir. Je suis claqué depuis le matin. Je décide malgré tout de prendre... Alors, le moteur, de toute évidence, a tourné sur un cylindre. Enfin, j'ai un cylindre sur les 4 où il y a un semblant de compression. Et c'est ce fameux cylindre qui, à chaque fois, a fait que il y a eu un petit coup, une petite explosion, et c'est ce qui faisait déconnecter à chaque fois le démarreur. Voilà. Et puis, bon, par chance, ça en a entraîné vraisemblablement un autre, et c'est ce qui a fait que le moteur a pétardé. Alors, on me pose souvent la question, que deviennent ces véhicules? Alors, celui-ci, je vais être direct, ça va peut-être en attrister plus d'un. La caisse, on s'en rend pas compte, mais la caisse en dessous est bien rongée. C'est un véhicule qui est resté pendant toutes ces années dans un champ, donc avec toute l'humidité qui a grignoté par en dessous, même si extérieurement, la carrosserie est plutôt en bon état, mais les sous-bassements sont vraiment en très mauvais état. Après, c'est un véhicule qui est très peu courant. Des Sunbeam Avenger Estate, moi personnellement, je n'en avais jamais vu. Je ne connaissais même pas le modèle. Alors, ça ressemble, ça a un petit air de famille avec notamment les Ford Escort MK1 en version break. Après, si le moteur avait démarré comme il faut, si j'avais eu de bonne compression, je me serais peut-être laissé tenter de la garder. Et là, je vais être franc, elle va aller au recyclage. Voilà, je vais appeler. J'ai un ami qui recycle les véhicules, enfin qui les stocke en attendant que le ferrailleur vienne les récupérer. Donc j'ai pas prévu de garder quoi que ce soit, à part le carnet d'entretien, enfin le petit fascicule, celui-ci en souvenir, il vaut le coup d'être gardé. Pour le reste, mécaniquement, il y a des choses intéressantes à récupérer, je vous mentirais, ne serait-ce que tout ce qui est boîte, transmission, même le moteur. Le moteur, il a besoin d'une belle segmentation. Il y a tous les carbus, il y a l'allumage, avec ses vis platinées, son condensateur neuf. Mais sincèrement, je veux dire, c'est tellement peu courant comme véhicule que c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Je vais pas, moi, derrière, m'amuser à faire des... J'ai pas le temps. Sincèrement, j'ai pas le temps. Maintenant, si
quelqu'un est intéressé, qui se manifeste au plus vite. Et quand je dis au plus vite, c'est vraiment au plus vite, parce qu'elle va pas rester, à mon avis, elle va être ferraillée très très vite. Et puis, bon, voilà, ça aurait été une belle histoire que de pouvoir lui donner une nouvelle vie, d'autant que avec l'immatriculation, le propriétaire du terrain connaît le propriétaire du véhicule, enfin en tout cas la famille, donc je pense que une réimmatriculation aurait certainement été possible, mais voilà. On peut pas être sur tous les fronts, on peut pas tout sauver non plus. Ça en fait toujours une de moins dans la nature, c'est déjà un point positif. Et puis nous, on va se retrouver pas plus tard que la semaine prochaine, hein. On va se retrouver sur notre projet de 4L qui lui est en cours. Je ne vous en dis pas plus, voilà, mais ça se passera pas dans l'atelier, ça se passera encore dans la nature, et je vous laisse deviner pourquoi faire.